Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour le programme du soir sur New World. Bienvenue au décryptage. Nous recevons Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou et bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir Guillaume. Aujourd'hui encore, donc parlant du Niger, nous nous interrogeons sur le profil du président de fait de la junte qui a pris le pouvoir. Qui est Abdourahmane Tiani, le général qui a pris le pouvoir au Niger? Ce sera notre interrogation et nous allons tenter d'y répondre avec vous. Alors, depuis le mercredi dernier, le Nigeria a connu un coup d'État dirigé par la garde présidentielle qui est menée justement par le général Tiani. Qui est-il? Que sait-on du général Tiani? La chose que l'on connaît le plus de lui, c'est que c'est lui qui était le responsable de la garde présidentielle. Il a occupé ce poste sous l'ancien président Mahaman Issoufou. Et c'est Issoufou également qui a fait de lui un général, qui l'a promu général en 2018. Il est présenté comme un proche de l'ancien président, de sorte que même dans les négociations, comme les gens le savent, M. Issoufou est particulièrement impliqué parce qu'on considère un peu que c'est son homme qu'il avait placé là-bas et Ouais. que l'actuel président a laissé sur place pendant un temps jusqu'à ce qu'il veuille le mettre dans un autre endroit en le remplaçant par une autre personne. Ça c'est une chose qui est connue de lui. En termes de formation, il a fait le Maroc, il a fait la France, il a fait les États-Unis. Donc c'est quand même un militaire, si on peut l'exprimer ainsi. Il a participé à des missions des Nations Unies, comme ça se fait dans nos pays de plus en plus, avec les militaires, les gendarmes, les policiers. Il a été au Darfour, il a été en Côte d'Ivoire, etc. Donc ça, c'est ce qu'on voit immédiatement sur ce qui concerne le profil de ce général Tiani qui a pris le pouvoir au Niger sur la base d'un coup d'État. Mais depuis 2011, il est celui qui gère la garde présidentielle avec quelques 700 hommes. Oui, il dirige cette garde présidentielle de 700 hommes depuis qu'il a été nommé par le président Issoufou. Et même avec le président Issoufou, il avait particulièrement armé cette garde présidentielle. Puisque c'est un peu également le problème qu'on a dans nos armées, la garde prétorienne, comme on l'appelle Oui. dans ce genre de situation. Rappelez-vous le RSP au niveau Au Burkina du Faso. Burkina Faso. On met vraiment le nécessaire pour garder le président de la République. Et quand ces gens-là décident maintenant de s'en prendre au président de la République, bon, celui qui veut le protégera avec quoi? On a bien vu ce qui s'est passé au Burkina, mais les gens n'ont pas cette lecture. Il faut qu'on change cette lecture de protection du président de la République. Non, le président de la République doit être la personne qui fait son travail tranquillement et qui n'a pas de crainte à avoir, ni de la part de l'armée, ni de la part des populations, ni de la part de qui que ce soit, parce qu'il fait son travail de façon clean. C'est ça le problème de fond. Pourquoi nos présidents ont besoin de se protéger autant? Qu'est-ce qui les menace? Qu'est-ce qui leur fait peur à ce point-là? Mais non, un président doit être protégé, c'est la première personnalité du pays. Mais est-ce que c'est nécessaire de créer une armée dans l'armée pour protéger le président? Et maintenant, on a vu le résultat. Surtout qu'au Niger, ce n'est pas la première fois que le coup d'État parte de cet Oui. entourage qui est proche du Du président président. de la République. Ils auraient pu tirer la leçon. Mais c'est vrai qu'il a également permis d'éviter des Justement. coups d'État. Peut-être c'est pourquoi au départ, Bazoum s'est dit, mais attendez, il m'a évité un coup d'État avant l'investiture, il faut le laisser sur place. Mais il y a certainement eu des divergences entre eux, ou bien Bazoum, devenu président, a voulu montrer qu'il n'est pas dauphin simplement, qu'il n'est pas président par défaut. Il a voulu prendre ses responsabilités en termes de nomination, et ça n'a peut-être pas plu, et ça lui a créé des difficultés. Vous l'évoquiez tout à l'heure, le général Tiani, qui dirige la garde présidentielle, qui dirigeait la garde présidentielle, a épargné au président Bazoum des coups d'État, même avant son investiture. C'est lui qui l'a protégé jusque-là. Qu'est-ce qui explique alors ce revirement de situation pour que lui qui est censé protéger le président se retourne contre ce dernier? Ben, si on s'en tient à ce que Tiani lui-même a dit, puisqu'il a finalement pris La la parole, parole. ben, il pose ce problème de l'insécurité au niveau du Niger en considérant que la situation ne s'améliore pas. Bon, j'aurais bien voulu qu'il donne des chiffres, qu'il montre une carte pour qu'on ait quelque chose de concret, parce que quelques jours avant lui, le chef d'état-major général a dit le contraire.
Et on peut reprocher tout au président Bazoum, sauf le fait d'avoir amélioré la capacité militaire de l'armée du Niger. Ça, il faut le lui reconnaître, il l'a fait, tout comme dans tous nos pays, tout le monde l'a fait parce que tout le monde s'est rendu compte que finalement, personne n'est à l'abri de cette affaire du terrorisme. Le Sénégal qui n'est pas encore attaqué, c'est armé plus même que des pays qui sont aujourd'hui en train de faire face à cette question du terrorisme. Maintenant, c'est quoi la stratégie? La deuxième chose, il faut s'interroger. Est-ce que c'est le président de la République qui décide de la stratégie que les militaires, les généraux vont utiliser sur le champ de bataille? Je ne connais pas Bazoum comme étant un militaire, je ne lui connais pas une école de guerre qu'il a eu à faire. Très certainement, quand il va falloir décider une stratégie, il y a l'état-major qui va se réunir pour dire qu'est-ce qui va être fait, qu'est-ce qui ne va pas être fait. Le troisième élément, même si le Niger est confronté à cette question du terrorisme, la situation du Niger, si on la compare à celle du Burkina et à celle du Mali, on pourrait dire que c'est une situation enviable, puisqu'il y a moins d'attaques par rapport à ce qui se passe au Burkina et au Mali. Donc voilà le discours qu'il a tenu. Parfois, on a des problèmes entre le discours qu'on nous tient et la réalité. Mais la deuxième chose, il était là. Il était au front également, parce qu'il n'a pas toujours été au niveau de la présidence, tout simplement. C'est un homme de terrain. Il a été au front, à Tillabéri, précisément, contre ces groupes terroristes. Donc, c'est quelqu'un qui connaît le terrain. La deuxième chose, quand il a fait 10 ans avec le président Issoufou, ça veut dire qu'il est un homme du système. Si les choses ne marchent pas, il ne peut pas dégager sa responsabilité et engager la responsabilité du président Bazoum. Il faut, en engageant la responsabilité du président Bazoum, qu'il engage en même temps sa propre responsabilité, parce qu'il était là et très bien placé pour que sur des questions militaires, qu'il puisse dire son avis. Il pose la question de la corruption. Oui. Moi, la question que je me pose, sous Issoufou, il y a eu de la corruption dans l'armée. Et c'était les hauts gradés de l'armée qui étaient les principaux acteurs de cette corruption. La société civile nigérienne s'était fortement mobilisée. Mais on n'a pas vu de sanctions parce que quand la commission d'enquête a fini son travail, on a trouvé un système en disant que les gens ont remboursé. Qui a remboursé? Parmi ceux-là qu'on nous a montrés qui ont fait le coup d'État, j'espère qu'il n'y a pas parmi eux des gens qui avaient trempé dans cette corruption. Parce que si des corrupteurs doivent se lever pour régler la corruption a de beaux jours devant elle. Et malheureusement, c'est ça également un des problèmes fondamentaux dans nos pays. Un corrompu, un corrupteur ne peut pas résoudre la question de la corruption. C'est quelqu'un qui a les mains propres, qui n'a pas envie de devenir un milliardaire du jour au lendemain, qui peut lutter contre la corruption. Parce que résoudre la corruption, c'est vraiment s'engager également dans un combat qui n'est pas un combat de quelques jours. Donc quand on regarde sur les fondamentaux, il va falloir qu'ils puissent convaincre davantage les gens sur pourquoi ils ont fait leur coup d'État, d'autant que de l'autre côté, on l'accuse plutôt lui-même en particulier d'avoir fait le coup parce qu'on voulait l'enlever et il ne voulait pas quitter le poste. Alors, le général Tchiani fait aujourd'hui face à une très grande pression. Quelle serait, selon vous, l'attitude qu'il pourrait adopter face à la communauté internationale, face à la CEDEAO et face aux partenaires techniques et financiers du Niger qui commencent par se désolidariser de son coup d'État? Mais il n'a qu'à regarder l'histoire. Il y a le Burkina qui a fait son coup d'État, qui s'est mis au départ avec le premier coup d'État dans une posture de négociation, de sorte que finalement, on commençait même à oublier le coup d'État. Parce qu'ils ne se sont pas mis à discuter sur pourquoi on fait le coup d'État ou pas. Ils ont de fait dit le coup d'État n'est pas normal, c'est un processus qu'on a utilisé mais nous reconnaissons que ce n'est pas la voie à suivre. Ils ont coupé court à la discussion. Et ils ont accepté également de négocier. De sorte que quand vous regardez, le Burkina a été plutôt un enfant gâté par rapport au Mali, qui a été sanctionné parce que le Mali a voulu faire face à la CEDEAO de façon frontale. Mais ce sera à lui de choisir. Est-ce qu'il va prendre la technique du Burkina? Est-ce qu'il va prendre la technique du Mali? Chaque technique entraînera immédiatement les conséquences que nous savons. Mais malheureusement, lui, j'ai l'impression qu'il n'aura pas le choix. Parce que pour le Mali comme pour le Burkina, les sanctions sont venues de façon graduelle. Les sanctions ne sont pas venues
comme pour le Niger, où d'un seul coup, les sanctions sont venues alors qu'on n'a même pas encore envoyé quelqu'un pour aller discuter. Quand le président tchadien partait, les sanctions étaient déjà applicables. Ce qui était différent ailleurs où quand on a résisté, on a sanctionné en plus de la sanction standard en termes de vous êtes suspendu, des organisations de la sous-région, etc. Il a moins de marge de manœuvre que le coup qui s'est passé au Burkina, que le coup qui s'est passé au Mali et en Guinée. Et certainement, la CEDEAO a fait la lecture de son comportement par rapport à ces 3 coups d'État. Et la CEDEAO peut-être est en train de se ressaisir puisque ce qu'on leur reproche tout le temps, ça ne bouge pas, vous ne réagissez pas. Ben, peut-être que la CEDEAO s'est décidée maintenant à chaque fois qu'il y aura un problème de réagir. Parce que s'ils réagissent sur cette question, qu'ils remettent Bazoum au pouvoir et que les problèmes continuent dans les pays membres de la CEDEAO en termes de fraude électorale, en termes de multiplication de mandats et que la CEDEAO ne dit absolument rien, mais la petite image qu'ils vont gagner en ayant rétabli Bazoum au pouvoir, ils vont le perdre dès le lendemain. Nous le disions tout à l'heure, le général Tchiani commande la garde présidentielle au Niger avec quelques 700 hommes. Peut-il aujourd'hui compter sur le soutien total de ces hommes et de toute l'armée pour faire face aux sanctions de la CEDEAO au cas où elle arriverait à vouloir utiliser la force? Il va être difficile de répondre puisque on a vu le communiqué du chef d'état-major général des armées qui n'est pas un communiqué de soutien total, qui est un communiqué de soutien, j'allais dire, lucide et réaliste, pour ne pas que des membres des forces de défense et de sécurité du Niger s'affrontent entre eux, on accepte. Maintenant, ça, c'est ce qu'il y a sur le communiqué. Avant que le communiqué ne sorte, de quoi ils ont discuté? Puisqu'on a mis du temps pour que tout le monde disait que c'est Tchani qui a fait le coup d'État. Moi, mon principe est toujours très simple. Celui qui fait le coup d'État, il n'a qu'à assumer. Il dirige. Ouais. Ce n'est pas la peine de poser la question qui va diriger, qui ne va pas diriger. Non, il faut assumer quand on fait un coup d'État. Donc ça, pour moi, il n'y avait pas très certainement à discuter, bien que certains observateurs nigériens eux-mêmes disent que c'est quelqu'un qui n'est pas quelqu'un qui fait l'unanimité au niveau de l'armée du Niger. Mais malgré tout, quand quelqu'un a fait le coup d'État, il faut accepter que la personne assume. Je ne vois pas pourquoi on va discuter sur qui va être devant. Maintenant, avec le temps court qu'il y a, est-ce que les discussions sont terminées en termes de stratégie? Est-ce que les discussions sont terminées en termes d'orientation par rapport à la gestion de l'État? Parce qu'il ne s'agira pas de parler de lutte contre le terrorisme seulement. Ils vont devoir gérer le Niger. Est-ce qu'il y a un plan de gouvernement? Je n'y crois pas du tout. Parce que ce coup d'État-là fait partie des coups d'État comme on le voit souvent en Afrique où pour des broutilles, on finit par aboutir à un coup d'État. Et c'est après le coup d'État maintenant qu'on va devoir se dire comment on va gérer. Et pour moi, c'est particulièrement irresponsable de prendre un État d'abord et de se poser la question comment je vais faire. La garde présidentielle, vous le disiez tout à l'heure, a été renforcée en matière d'armement avec l'avènement du général Tchiani à sa tête depuis plus de 12 ans maintenant. Alors, dispose-t-elle des moyens pour pouvoir faire face à un assaut au cas où la CEDEAO se décidait à intervenir militairement au terme de l'ultimatum qui est donné au Niger? Je ne crois pas qu'on pourra comparer la garde présidentielle du Niger à l'armée du Nigeria. N'oublions pas que dans la sous-région, c'est l'armée la plus forte. Et d'ailleurs, quand on parlait de Komok et autres là, quand il a fallu régler des problèmes sur le plan militaire, l'apport du Nigeria a tout le temps été un apport extrêmement important. Maintenant, le Nigeria associé avec d'autres pays de la CEDEAO qui acceptent de fournir des hommes, qui acceptent également de fournir du matériel, ben, la garde présidentielle avec 700 hommes, je ne crois pas que ça va représenter grand-chose devant cela. Le vrai problème, ce sera plutôt quelle attitude va avoir, pas seulement les membres de la garde présidentielle, mais le reste de l'armée. Est-ce qu'ils vont se dire oui, par dignité, pour l'honneur du Niger, nous allons nous battre? Ou bien est-ce que le CMG va refaire un communiqué, comme le communiqué qui a été fait avec le coup d'État, mais pour éviter qu'on fasse ici des affrontements qui vont détruire le Niger, qui vont tuer des soldats du Niger, qui vont tuer des populations du Niger, nous préférons vous remettre le président Bazoum au pouvoir. Toutes ces hypothèses sont là, toutes ces hypothèses sont possibles là où nous sommes, puisque tout dépendra de la pression
qui viendra de la CEDEAO et du dehors de la CEDEAO, parce qu'il faut dire que la pression ne se limitera pas à la CEDEAO. L'Union africaine avait donné un délai un peu plus long de 15 jours, mais tout dépendra également de c'est quoi la réalité de la cohésion de tous ces corps d'armée à l'intérieur du Niger. Parce que s'il n'y a pas de cohésion, mais il est clair que l'intervention de la CEDEAO va être facilitée par cela. Et le renseignement est en train de jouer son rôle certainement au niveau de la CEDEAO pour essayer de savoir sur qui le général Tiani peut compter, sur qui il ne peut pas compter, pour que, en intervenant, qu'on sache déjà qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Maintenant, il y a une chose une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il faut intervenir pour intervenir? De la même manière que je suis contre ces coups d'État subites, où le monsieur ne sait même pas ce que veut dire un programme de gouvernement, et il devient président de la République, de la même manière, il ne faut pas nous faire une intervention militaire qui sera aussi bête que l'intervention militaire qui a été faite en Libye. Kadhafi a été tué. On a réglé quel problème de la Libye en tuant Kadhafi? Non seulement on n'a pas réglé les problèmes de la Libye, mais les problèmes ont quitté la Libye pour venir envahir tous ces pays, dont le Niger, dont on parle actuellement. Donc dans l'intervention également, que d'abord les gens réfléchissent à ce qu'ils vont faire, mais que les gens assurent également ce qu'on appelle le service après-vente. C'est-à-dire après qu'on soit intervenu pour remettre un président au pouvoir, mais il faut que ce président-là soit le symbole de la bonne gouvernance. Il faut que ce président-là soit le symbole du respect de l'ensemble des textes de la CEDEAO, parce qu'il y a de très bons textes dans la CEDEAO, mais qui ne sont pas du tout appliqués. Mais s'il faut ramener un président qui va faire ensuite la chasse aux sorcières, créer d'autres problèmes, il faut se poser la question, est-ce que finalement le reproche habituel ne va pas revenir? C'est le syndicat des présidents, il y a un qui est tombé, il faut le remettre en place et en même temps profiter pour avertir ceux qui veulent prendre sa place. Je crois que pour ça, il n'y a pas lieu de faire une intervention contre le Niger. Quel serait peut-être l'avenir du général Tiani s'il décidait de renoncer? Il y a plusieurs hypothèses. Il peut prendre le chemin du général Diendéré, se retrouver en prison. Tout comme si les gens se rendent compte que ne pas faire une intervention militaire est meilleur pour tout le monde, on peut lui trouver une sorte d'échappatoire. Ça peut être une prison dorée, puisqu'il y en a qui ont fait la prison, mais bon, vraiment, c'est le mot prison qui est là-bas seulement. Si vous sortez un de nos prisonniers pour les amener là-bas, ils ne vous diront pas que ça, c'est la prison. Ou bien trouver un moyen de le caser quelque part, le faire quitter le pays, l'amener vers un autre pays, le Tchad par exemple, parce que peut-être l'intervention du Tchad, dans les propositions du Tchad, il y a cela, on garantit votre sécurité, la sécurité de vos proches. On l'a vu au Burkina, etc. Ce n'est pas les solutions qui manquent à la matière quand on est dans une situation de crise ou à un certain moment, par réalisme, il faut savoir dire mais c'est ça le droit, c'est ça la loi, mais c'est ça la réalité, et se fonder sur la réalité pour trouver une solution. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout de suite pour la suite des programmes dans le programme du soir sur New World.